Et bonjour les amis, nous voici de retour aujourd'hui sur la chaîne Livres ésotériques anciens et on va reprendre, je sais que vous l'attendez tous, c'est quand même une des lectures qui marche le mieux Blavatsky, je tiens à le dire. Merci à vous tous qui êtes sur la chaîne, merci aux nouveaux inscrits, en tout cas bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne et un gros bisou à tous ceux qui me suivent depuis le début ou même récemment. Merci à vous d'être présents et merci d'avoir cette écoute parce que c'est vous qui m'encouragez à être justement, comme je dis souvent, disciplinée dans mes lectures. C'est pas toujours évident, je peux vous dire que là, l'enregistrement de cette vidéo, elle s'est fait en 4 épingles. C'est-à-dire que je manque vraiment de temps, mais pour moi c'est très important d'avoir ce suivi et même pour vous qui, pour certains, attendez vraiment cette lecture. Donc voilà, tout va bien, je suis là, normalement, vous aurez la vidéo en temps et en heure, c'est important. Donc ici, nous serons sur Toujours Isis dévoilé par Elena Blavatsky avec cette fois-ci le chapitre 6, ça y est, on y arrive. Chapitre 6 avec pas mal de données. Je rappelle pour ceux qui arrivent que c'est une lecture commentée et surtout qu'il existe le début du livre. Donc il faut aller sur la playlist tout simplement. Vous aurez le démarrage du livre puisque là nous sommes en plein milieu, voire nous approchons de la fin. Enfin, on a encore un petit moment, les amis, sur ce livre. Et sachant que c'est ce premier livre, Isis dévoilé, on est sur le tome 1. Et je compte bien vous faire la suite. Alors, donc là, on aura chapitre 6. Hermès, porteur de mes ordres, prend son bâton avec lequel il ferme les yeux des mortels et réveille les endormis. Ça, c'est Odyssée 5. C'est des petites phrases comme ça, vous savez, qu'elle met au début du livre. Au début du chapitre. Ensuite, elle nous met une autre de Lucrèce. J'ai vu les anneaux de Saumâtras bondir à la limaille d'acier, s'agiter dans un plat d'airain, aussitôt que l'on plaçait au-dessus la pierre d'aimant, et le fer paraissait s'envoler, plein de terreur sauvage. Alors la pierre d'aimant, on n'est pas loin, vous avez 2 pierres d'aimant. Vous avez soit l'hématite qui est un petit peu chargée, mais vous avez aussi comme pierre, vous en avez une, c'est de la magnétite. Voilà, magnétite qui est assez rigolote parce que quand vous voyez les morceaux bruts, vous avez comme des petites limailles de fer dessus, des petites stries comme ça, c'est assez rigolo. Ensuite, ça c'est Lucrèce. Ensuite, on va avoir quelque chose sur... alors c'est messieurs sur origine et attributs des vrais... Alors elle met Rocroi. R-O-C-R-O-I-X. Pour moi, ça me fait plus penser à Rose-Croix, mais c'est écrit comme ça, donc je préfère vous le dire. Ce qui distingue spécialement les frères, c'est leur connaissance merveilleuse des ressources de l'art médical. Ils opèrent non par des charmes, mais par des simples. Voilà, bon, les simples. Il n'y a qu'à se rendre sur l'alchimie, vous comprendrez, les alchimistes, vous avez déjà compris. Au sommaire, une belle occasion perdue. Sage parole de Lactance. L'hydrogène fut découvert par Paracels. Le comité français de 1784. Le prix du gouvernement prussien. Les académiciens qui ont fait preuve d'honnêteté. Indigne traitement infligé au professeur Hare. H-A-R-E. La mémoire de l'homme qui se noie. Vie, alors ça, j'attends de voir ce qu'elle va nous dire, la mémoire de l'homme qui se noie. Vie extatique. Le besoin d'un psychomètre. C'est quoi ça? On va voir. Tableau tracé sur le canevas cosmique. La trinité du mystère. L'eau est le dissolvant universel. Principe de l'alchimie, elle en a mis, Et c'est pas fini pour le sommaire. Donc, principe de l'alchimie, Van Helmont n'est point un vantard. Franc aveu de Flammarion. Diverses assertions de Monsieur Sergent Cox. Je rappelle que elle tape dans le dur. Madame Blavatsky, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle a du caractère et elle sait dire ses 4 vérités. Ça, j'imagine que quand on voit diverses assertions de Monsieur Sergent Cox, et aussi franc aveu de Flammarion, toutes ces petites choses, Helmont n'est pas un vantard. J'attends de voir. La force aveugle et l'intelligence, intéressant. La vraie et la fausse inspiration, le crayon automatique. Ah, elle va parler de l'écriture automatique peut-être. Ok. Allez, c'est parti pour l'écriture. On est bon. Une des plus grandes vérités qu'ait jamais avancé un savant est la remarque faite par M. Crookes.
Alors là, c'est Cook, pardon, c'est pas Crooks, c'est Monsieur Cook. Dans sa New Chemistry, l'histoire de la science montre, dit-il, que le siècle doit être préparé avant que les vérités scientifiques puissent prendre racine et y germer. Les avertissements stériles de la science ont été stériles parce que cette semence de la vérité était tombée sur une terre inculte et aride. Et aussitôt que la plénitude des temps est venue, le grain a pris racine et le fruit a mûri. Chaque étudiant est tous surpris de voir combien est faible la part de vérité nouvelle, que même les plus grands génies ont ajouté à la provision antérieure. La révolution par laquelle la chimie vient de passer est bien faite pour attirer l'attention des alchimistes, des chimistes, sur ce fait. Et il ne faudrait pas s'étonner si, dans un espace-temps moins long que celui qu'il a fallu pour accomplir cette révolution, on se met à étudier avec impartialité les prétentions, des... En fait, il me manque... J'ai un problème j'ai des lettres blanches. C'est un petit peu compliqué. Donc, je reprends dans cet espace de temps. On se met à étudier avec impartialité les prétentions des alchimistes à un point de vue rationnel. La distance à combler pour franchir l'étroit chenal qui sépare la chimie nouvelle et l'alchimie ancienne est moins grande que celle de passer du dualisme à la foi d'Avogadro. De même qu'Ampère a été l'interlocuteur d'Avogadro, ça fait drôle de voir le mot ampère, en fait le nom ampère, parce que nous on a des ampères-mètres, le courant c'est des ampères, et c'est vrai que c'était Monsieur Ampère, donc le fait de voir qu'elle en parle là, oui il a existé, ça le refait vivre, ça fait drôle. De même qu'Ampère a été l'introducteur d'Avogadro auprès de la chimie contemporaine, de même Reichenbach aura peut-être eu un jour le mérite d'avoir, avec son ode, OD, elle le met en biais, en italique, aplani les voies à juste appréciation des doctrines de Paracelse. Il y a plus de 50 ans que l'on luttait pour arriver à faire accepter les molécules comme unité dans les calculs chimiques. Oui, il peut se faire qu'il faille moins de la moitié de ce temps pour faire reconnaître le mérite extraordinaire du philosophe mystique suisse. Et oui, les molécules, vous avez vu, c'est pareil, ça arrivait. Le paragraphe, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais à l'époque non. Le paragraphe dans lequel un journal spirit de Londres avertit les médiums guérisseurs de tous les pays doit avoir été écrit par un homme qui a lu ces ouvrages. Vous devez bien comprendre, dit-il, que l'aimant est cet esprit de vie dans l'homme que le malade recherche, car tous les deux s'unissent avec le chaos extérieur, et c'est ainsi qu'un homme bien portant est infecté par le malade en vertu de l'attraction magnétique. Les causes premières des affectations morbides qui affligent l'humanité, les relations secrètes entre la physiologie et la psychologie, inutilement torturées par les savants modernes pour en tirer quelques lueurs qui servira de base à leurs spéculations, les spécifiques et les remèdes pour tous les maux du corps humain, tout cela est décrit dans ces volumineux ouvrages. L'électromagnétisme, la prétendue découverte d'Ørsted, avait été utilisé par Paracelse 3 siècles auparavant. On en a eu la preuve par l'examen critique de son procédé de guérison des maladies. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur ces découvertes en chimie, car tous les auteurs loyaux et exempts de préjugés admettent d'ores et déjà qu'il était un des plus grands chimistes de son temps. Alors, elle nous met une petite annotation, elle met Voiremann, médico-surgical, essai à Berlin 1778. Brière de Boismont, je pense que c'est de Boismont, le qualifie de génie et il est d'accord avec Deleuze pour reconnaître qu'il a créé une nouvelle période dans l'histoire de la médecine. Le secret de ces heureuses et magiques cures, pour employer l'épithète dont on se sert à son endroit, réside dans son souverain mépris pour les soi-disant autorités de son temps. Cherchant la vérité, dit Paracelse,
Je me dis que dans le cas où il n'existerait pas de professeur de médecine dans ce monde, comment ferais-je pour apprendre cet art ? Ce serait de l'étudier dans le livre grand ouvert de la nature, écrit par la main de Dieu même. On m'accuse de n'être point entré dans ce domaine par la vraie porte. Mais quelle est la véritable porte ? Est-ce celle de Galien ? Celle d'Avicenne ? De Mesne ? En Maine ? De Racine ? Ou bien celle de l'honnête nature ? Pour moi, je crois que c'est cette dernière. C'est par cette porte-là que je suis entré, éclairé par sa nature, et je n'ai eu pour me guider dans mon chemin aucune lampe d'apothicaire. Ce mépris complet des lois établies et des formules scientifiques, cette aspiration de la poussière mortelle à s'unir à l'esprit de la nature et ce ferme propos de ne le chercher que pour la santé, l'aide et la lumière de la vérité furent la cause de la haine invétérée des pygmées contemporains pour ce philosophe alchimiste. Quoi d'étonnant à ce qu'il l'ait accusé de charlatanisme et même d'ivrognerie. De cette dernière accusation, Eman l'a bravement et courageusement lavé, et il démontre que l'accusation venait d'un certain Oporinus, qui vécut quelque temps avec lui pour apprendre ses secrets, et que son plan ayant échoué, le dépit lui avait dicté ces odieuses allégations, reproduites par ses disciples et par les apothicaires jaloux de ses succès. Il fut le fondateur de l'école du magnétisme animal, et l'inventeur de propriétés occultes de l'aimant. Il fut flétri sous l'inculpation de sorcier par les hommes de son temps, parce que ses cures étaient merveilleuses. 3 siècles plus tard, le baron du Potet a été aussi accusé de sorcellerie et de démonolatrie par l'Église de Rome, et de charlatanisme par les académiciens de l'Europe. Mais comme le disent les philosophes de son école, il n'est pas un chimiste qui veuille condescendre à examiner le feu vivant d'une autre manière que ne le font ses collègues. Tu as oublié, dit Robert Flude, ce que tes pères t'ont enseigné à ce sujet, ou plutôt tu ne l'as jamais su, c'est trop fort pour toi. Alors là, elle nous met une petite annotation, donc pareil, Robert Flude, trait attise 3. Un ouvrage sur la philosophie magico-spirit et la science occulte serait incomplet sans une notice particulière sur l'histoire du magnétisme animal, tel que nous le connaissons depuis que Paracelse frappa de stupeur par cette découverte tous les hommes de science de la dernière moitié du XVIe siècle. Donc là, vous voyez, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va nous dire par magnétisme animal. Comment elle va nous interpréter ça. Passons rapidement sur son apparition à Paris lorsqu'il y fut importé par Anton Mesmer. Parcourons avec une attention sérieuse les vieux documents qui moisissent maintenant dans les archives de l'Académie des sciences de cette capitale, car nous y trouverons qu'après avoir repoussé tour à tour toutes les découvertes faites depuis Galilée, les immortels elle le met en italique, les immortels mirent le comble à leur aveuglement entêté en tournant le dos au magnétisme et au mesmérisme. Et oui, ça a disparu au bout d'un moment. Alors là, elle parle de Paris, justement, on va voir un peu. Vous avez vu Anton qui est un prénom qui revient d'ailleurs, et elle va en parler, puisque on sait bien qu'elle n'est pas française, Elena Blavatsky, je le répète. Mais elle convoitait énormément, elle était très connue en France de toute façon, mais je me demandais s'il parlait pas un petit peu français, mais là elle a été quand même traduite. D'ailleurs on voit que le style d'écriture est facile à lire quand même, il faut le dire, certaines phrases sont longues, mais ça reste quand même light, et c'est assez agréable. Ils fermèrent volontairement devant eux les portes qui donnent accès aux grands mystères de la nature qui sont gardés dans les sombres régions du monde psychique comme du monde physique. Le grand dissolvant universel, l'alcaeste, était là, tout près d'eux. Ils l'ont laissé passer inaperçu. Et maintenant que près de 100 années se sont écoulées, nous lisons l'aveu suivant. Alors, elle cite. Il est vrai néanmoins qu'au-delà des limites de l'observation directe, notre science, entre parenthèses la chimie, n'est point infaillible, et que nos théories et nos systèmes
bien qu'ils puissent tous renfermer quelques noyaux de vérité, subissent de fragments, de fréquents changements et souvent sont révolutionnés de fond en comble. Là, elle cite Cook. Pour affirmer aussi dogmatiquement que le magnétisme animal n'est qu'une hallucination, il faut être en mesure de pouvoir en faire la preuve. Où sont-elles ces preuves ? Qui seul devrait donner de l'autorité à la science ? 1000 fois les académiciens ont eu des occasions de s'assurer de la vérité, et ils ont toujours invariablement repoussé. C'est en vain que les mesméristes et les guérisseurs ont invoqué le témoignage des sourds, des boiteux, des malades, des mourants, qui ont été guéris et rendus à la vie par de simples manipulations, et par l'apostolique, entre guillemets, elle met l'imposition des mains, donc le magnétisme actuel, coïncidence. Coïncidence est la réponse habituelle lorsque le fait est trop évident pour être absolument nié. Charlatanisme, exagération, illusion sont les expressions favorites de nos Thomas modernes. Newton, le guérisseur américain, bien connu, a accompli pour des cures plus de cures instantanées que bien des médecins renommés de New York. N'ont eu de malades dans leur vie. Jacob le Zouave, alors il n'est pas aidé, a eu le même succès en France. Ben, vous voyez, au final, il a aidé beaucoup de gens. Devons-nous donc considérer les témoignages accumulés des 40 dernières années sur ce sujet comme de pures illusions, des compérages d'habiles charlatans ou des hallucinations. Mais le seul fait de supposer une tromperie aussi monstrueuse est déjà l'équivalent de symptômes de l'aliénation mentale. Bon, il va à chaque fois dessus. En gros, parce que ils croient pas, ou voilà, ils veulent pas croire, ou voilà, ils dénient. Elle, c'est toujours pareil, elle y va fort, bon, bah, c'est que vous êtes fous, entre guillemets. Alors, c'est pareil, c'est pas parce qu'on ne voit pas, ou qu'on n'a jamais vu quelque chose que ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose à apprendre. C'est pas parce que vous n'avez pas connaissance d'une chose, que vous l'avez jamais vue, et que c'est forcément faux. Alors, on continue. Ou que ça n'existe pas, surtout. Tant que, voilà, parce que le Saint Thomas, je n'ai pas vu, donc j'y crois pas, là c'est complètement renversé. On continue. Malgré la récente condamnation de Monsieur Leymari, directeur de la revue Spirit, les railleries des sceptiques et d'une grande majorité des médecins et des savants, l'impopularité du sujet et par-dessus tout les persécutions infatigables du clergé catholique, qui combat donc le mesmérisme, l'ennemi traditionnel de la femme, la vérité de ces phénomènes est totalement évidente et incontestable, que même la magistrature française a été forcée, bien qu'à contre-cœur, de le reconnaître tacitement. Je voudrais juste faire une petite intermède à ce moment, je vais vous raconter une anecdote dans mon secteur. Figurez-vous que récemment, on a un magnétiseur qui s'est fait condamner, pas loin de là où j'habite. Et je le connaissais pas, hein. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a aidé énormément de gens. Mais vraiment. Et il avait pas, a priori, il se faisait pas rémunérer. En tout cas, c'est ce qu'il se disait. Et bien, figurez-vous qu'il s'est tapé un procès, mais de fou furieux. Que le gars, je crois qu'il a 1 ou 2 ans de tôle, un truc comme ça. Ils ont fouillé son jardin. Alors ils ont saisi, peut-être que quelqu'un qui est dans le secteur connaît l'histoire, donc je vais pas trop donner d'infos. Mais ils ont saisi des choses, ils ont fouillé toute sa maison, tout son jardin, ils ont saisi des biens matériels qu'il avait acquis pendant des années, dont on n'a pas la preuve que c'est lié à une éventuelle rémunération de ses actes. En tout cas, tout a été saisi, tout ce qu'il avait économisé pour sa retraite, tout a été complètement saisi. Le gars, je crois qu'il me semble qu'il est en prison, mais je suis pas sûre. Mais il me semble que oui. Et tout ça parce que il n'était pas déclaré, qu'il faisait ça naturellement. Et tout lui est tombé dessus, le fisc, l'URSSAF, la totale. Et je crois qu'il y a une histoire d'amende jusqu'à 700 000 €, enfin un truc comme ça, quoi. Donc vous voyez comme quoi parfois, et ce monsieur est reconnu, on va dire, de bouche à oreille, pour justement les actes qu'il aurait réalisés et les personnes qu'il aurait vraiment aidées.
Vous voyez, puis là, maintenant, il est plus en possibilité de le faire. Alors c'est vrai que il aurait peut-être été mieux qu'à l'époque, voilà, il se déclare, point barre, et puis voilà, ça on passe entre les gouttes, et puis au moins c'est réglé. Mais il se trouve qu'il avait quand même une profession, je crois, en parallèle, mais ça je suis pas sûre non plus. Donc voilà, donc vous voyez comme quoi on est quand même dans un monde qui est sacrément inversé. Alors bon, je dis pas, hein, là, il y a quand même quelque chose qui disait qu'il n'était pas en règle, mais vous voyez où je veux en venir. Je vous dis pas ça en termes de faits factuels, parce que factuellement, évidemment qu'il y a quelque chose, mais on va dire dans une autre sphère, plus humaine et peut-être plus énergétique, on est quand même vraiment à l'envers. Ensuite, on va continuer. Alors, malgré la récente condamnation, nanana, ça c'est bon, c'est fait. La célèbre clairvoyante Madame Roger fut accusée d'escroquerie en même temps que son magnétiseur, le docteur Fortin. Tiens. Le 18 mai 1876, elle fut assignée par le tribunal correctionnel de la Seine. Son témoin était le baron du Potet. C'est pas n'importe qui. Le grand maître du mesmérisme en France depuis 50 ans, voilà, elle le dit. Son avocat, le non moins célèbre Jules Fabre. Eux aussi, ils avaient des avocats célèbres. Pour une fois, la vérité triompha et l'accusation fut abandonnée. En même temps, il y a le baron du Potet qui était ultra connu et que tout le monde cite. Donc, mais vous avez vu, c'était quand même la guéguerre, entre le parapsychique et d'autres cours. Il faut bien penser que vous êtes sur une époque, alors on est 50 ans avant, mais la guerre va arriver là. La première guerre mondiale arrive. Donc posons-nous la question. Et toutes ces données-là, aujourd'hui, on en fait quoi? Tout le monde les a oubliées, on n'apprend pas ça à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Pour une fois, la vérité triompha et l'accusation fut abandonnée. Cette victoire fut-elle donc... et heureusement qu'on a encore ces extraits pour se retrouver. Cette victoire fut-elle due à l'éloquence extraordinaire du défenseur, ce qui est possible, ou à la vérité incontestable et absolument irréprochable des faits? Certainement les deux. Mais les maris, le directeur de la revue Spirit, avait aussi les faits en sa faveur. Et de plus le témoignage de plus d'une centaine de personnes respectables, parmi lesquelles figuraient les premiers noms de l'Europe. Pas n'importe qui. Mais bon, il y avait des têtes à couper. À cela, il n'y a qu'une réponse. Les magistrats n'ont point osé constater les faits du mesmérisme. Mais la photographie des esprits, les coups frappés, l'écriture, les mouvements, les conversations et même les matérialisations d'objets peuvent être simulés. À peine existe-t-il aujourd'hui un phénomène physique en Europe ou en Amérique qui ne puisse être imité, entre parenthèses avec des appareils, par un habile prestidigitateur. Les merveilles du mesmérisme et les phénomènes subjectifs seuls défient les trompeurs, les sceptiques, la science austère et les médiums malhonnêtes. Alors, et elle met, l'état cataleptique est impossible à feindre et je suis totalement d'accord avec elle. On peut se rapporter à un autre livre qu'on est en train de lire sur la chaîne, qui est La magie et l'hypnose de Papus. D'ailleurs, je vous encourage, vous savez que vous avez actuellement la page membre avec des lectures. Alors, la page membre, pourquoi c'est une page membre? C'est parce qu'on a des lectures un peu plus poussées. On va avoir des thèmes un peu plus touchy, on va avoir peut-être des pratiques un peu plus poussées. Donc je préfère un petit peu encadrer ce genre de lecture, c'est pour ça que c'est sur la page membre. Je rappelle que j'ai mis le minimum de finances dessus, j'ai mis 0,99, c'était le minimum que je puisse mettre. L'idée c'est surtout de faire une démarche pour aller sur cette page membre et pas tomber dessus par hasard. Quand vous tombez sur... on n'y est pas encore, mais on va y arriver sur des pages sur lesquelles vous avez des talismans et des invocations. Voilà, je préfère que ce soit pas à l'usage de n'importe qui, le jeune ado qui va cliquer par hasard. Vous me direz, si c'est ça, c'est que ça doit être comme ça. Mais voilà, moi je veux pas que ce soit sur ma chaîne. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses où il faut cadrer et c'est important, même si, comme je dis toujours, je n'ai pas la vérité. Il faut un petit peu raisonner vous-même. Mais là, si vous êtes déjà ici, c'est que Blavatsky, c'est vrai que ça reste assez accessible un peu pour tout le monde. Mais voilà, c'est que déjà, vous avez un minimum quand même. Mais je fais quand même pas mal de shorts apparemment qui circulent sur toute la toile de manière complètement aléatoire. Donc c'est pour éviter ça. Donc c'était prévu.
Pareil, je suis un peu en retard sur la réponse à mes mails, j'espère que tout va bien. Je vous rappelle si vous voulez me contacter, je suis sur axispikachu@gmail.com, AXI2S Pikachu comme, comme les Pokémon, c'est une très vieille adresse, et @gmail.com. Donc voilà pour ça, et je voulais quand même dire une petite chose aussi en ce qui concerne les magnétiseurs. Et là, donc là, ce qu'elle explique, c'est qu'en gros, les actes d'hypnose et on va dire, de mesmérisme, parce qu'on sait le magnétisme animal, c'était un mélange d'hypno avec des passes, hein, donc avec du magnétisme actuel. Et elle dit, voilà, il y a eu quand même des gens qui ont été guéris, et voilà. Alors que bon, finalement, la médium, même si c'était le cas, apparemment ça a été démontré, c'est facile à feindre. Ok. Mais il y avait besoin de faire couper des têtes. Et avec une médium, déjà, vous aviez pas n'importe qui, on a le barré auquel un super avocat, tout ça. Mais je pense que certains magistrats qui étaient peut-être pas forcément dans ce courant, il y en a quelques-uns qui ont dû avoir un peu les pétoches, si vous voyez ce que je veux dire. On joue pas avec les esprits comme on n'a pas les mêmes... c'est pas le même sujet. Là, on parle d'esprit, de manifestation et tout. Donc je pense qu'il y en a peut-être eu certains qui ont du mal dormir dans l'assistance. On ne sait pas ce qui aurait pu être fait avant, on ne sait pas les demandes qu'aurait pu faire cette médium aussi. Et en tout respect et en toute bonne volonté. Alors que le magnétiseur peut-être moins, vous voyez ce que je veux dire, on a moins crainte de gens guéris, alors que crainte de l'invisible, de quelque chose qui fasse pointer le soir parce que finalement vous avez peut-être donné un verdict qui est pas tout à fait en accord ou qui est peut-être légèrement corrompu, puisque faut pas croire, à l'époque c'était la même chose, hein. Là on n'en parle pas. Je vous fais une longue intermède, excusez-moi pour ça, mais c'est important à savoir. C'est que là, sur Blavatsky, on en parle très légèrement et encore, mais vous avez d'autres livres et on en parle surtout aussi sur les livres, tout ce qui est un petit peu chronique du vendredi, vous savez, les articles, on a quelques données qui disent que niveau sociétal, niveau gouvernemental, c'était pas mieux qu'aujourd'hui, hein. Ils se plaignaient des mêmes choses que nous. C'était un petit peu pareil. Et la guerre arrivait. La Première Guerre mondiale était pas très loin, à un moment où justement on avait beaucoup plus d'éveil de conscience, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on a internet, on communique, vous voyez, vous écoutez mes vidéos, toi qui m'écoutes, voilà, tu peux avoir accès, aller sur YouTube, chercher ce qui t'intéresse, et à l'époque c'était un peu pareil, comme je l'explique souvent, ils avaient une quinzaine de journaux ésotériques, ils avaient accès à des bibliothèques ésotériques, d'ailleurs on a le clergé qui s'était révolté à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que justement, il se trouve qu'il y avait de plus en plus de livres qui traitaient vraiment de magie pratique, et ça dérangeait énormément tout ce qui était clergé, puisque pour eux, et je peux les comprendre, c'est-à-dire on sortait l'ésotérisme pour rentrer finalement dans l'exotérisme, c'est-à-dire l'ouverture de tout ce qui était occultisme, et l'accessibilité de l'occultisme, et en même temps, il y a eu un démarrage où on a commencé à faire une ignorance du diable. Comme disait Baudelaire, c'est toujours pareil, la plus grande entourloupe du diable, c'est de faire comprendre qu'il n'existe pas, de faire croire qu'il n'existe pas. Et ça date de cette époque, aussi cette donnée. Et c'est là où le clergé a commencé à éliminer aussi quelques prières d'exorcisme, à les supprimer, et à nommer beaucoup moins d'exorcistes, voire même plutôt en secret. Voilà. Donc, je vous laisse faire un peu un point sur cette donnée, je vous laisse faire un point aussi sur ce qui se passe en ce moment en France, peut-être aussi des mouvements qu'il y a eu en France, l'introduction de certaines choses, qui est déjà à l'époque qui avait lieu. Donc, l'accès à l'époque de données ésotériques un petit peu comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui on met plus les fous en prison ou les gens qui ont des visions on met plus les personnes qui ont des visions, on les met plus à l'asile, ça y est, toute cette ère-là, ça y est, c'est un peu plus démocratisé, les gens en parlent un peu plus, on a un peu moins de tabous sur ces données-là. À l'époque, c'était carrément ouvert, bon, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, il y a toujours eu ce genre de choses. Mais il y avait énormément de journaux, il y avait énormément d'accessibilité, et peut-être même beaucoup plus de recherches scientifiques sur l'époque très très précise, à une heure où on avait finalement pas encore tout à fait séparé la science de la psychologie, et aussi de tout ce qui est parapsy, c'est-à-dire que ça restait encore des scientifiques qui travaillaient ensemble sur le même thème. Alors que nous, la différence qu'on a eue, c'est que
la psychologie a été... on a bien séparé les scientifiques et tout l'aspect psychologie et parapsy. Vous voyez ? À l'époque, ils étudiaient ensemble. Donc ça permettait d'avancer. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, pareil, on a une accessibilité comme à l'époque, et on a des choses qui nous pendent au nez, et à l'époque, c'est aussi un petit peu tout ce qui a fait oublier ces savoirs, parce que quand vous parlez d'ésotérisme aujourd'hui, à part revenir sur du New Age des années 2000, peu de gens, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi, peu de gens savent qu'à l'époque, il y avait bien des textes bien précis, il n'y a qu'à voir la magie et l'hypnose, c'est un compte-rendu d'analyse très 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 précise, très scientifique, et vous en avez d'autres comme ça, très scientifiques, et ça, on n'est plus du tout dans l'univers des ouais, on sort, on a des guides, les galactiques, les machins, tout ça. Là, on n'en parlera jamais. C'était pas la même atmosphère, attention, les énergies étaient pas pareilles. Et on va dire que les frontières aussi étaient un peu différentes aussi. Elles étaient colorées d'une autre façon, peut-être plus ou moins étroites, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc c'était accessible jusqu'à ce que on ait les guerres qui arrivent, que les mémoires soient perdues, que beaucoup de livres aussi soient saisis et perdus aussi, ça faut pas l'oublier. Beaucoup de livres ésotériques, et je vous le dis en connaissance de cause, ont fini dans des bibliothèques anglaises, par exemple, des anciens, et beaucoup ont disparu malheureusement. Voilà. Donc je suis moi-même à la recherche de quelques livres introuvables, et pourtant qui sont pas si vieux que ça. Donc, et comme par hasard, c'est le plus intéressant. Donc voilà, donc c'est juste une longue parenthèse, et on va reprendre la lecture, mais rassurez-vous, j'ai coupé à un moment où ça va, on n'a pas besoin de reprendre avant. Alors, les spirites qui tiennent à proclamer leur vérité et à les faire admettre de force par la science cultivent les phénomènes magnétiques. Magnétisée sur la scène d'Egyptian Hall, une bonne somnambule plongée dans le sommeil hypnotique, que son magnétiseur envoie l'esprit libéré du sujet partout où il plaira au public, qu'on éprouve aussi sa clairvoyance et sa clairaudience, que l'on plante des épingles dans toutes les parties du corps. Oh, je sais qu'elle avait des problèmes de santé, Blavatsky, des problèmes, elle était un petit peu handicapée sur la fin de sa vie, donc je vais rien dire, mais quand même. Sur lesquels le magnétiseur a fait des passes, qu'on lui enfonce des aiguilles dans la peau, au-dessous des paupières, qu'on la brûle et la lacère avec un instrument tranchant. Non mais c'est pas vrai, attendez, on va la relire la phrase, c'est pas normal. Magnétisée sur la scène d'Egyptian Hall, une bonne somnambule plongée dans les sommeils hypnotiques, que son magnétiseur envoie l'esprit libéré du sujet partout où il plaira au public, qu'on éprouve ainsi sa clairvoyance et sa clairaudience, que l'on plante... Oh là là. Non, c'était bien la bonne phrase. Ne craignez rien, disent Regazzoni, Dupotet, Test, Pérard, Puységur et Dolgorouki. Un sujet magnétisé ou endormi ressent aucune douleur. Bah certainement, mais il y a quand même des stigmates, la pauvre. Et au niveau énergétique, ça donne quoi quand même ? Parce qu'il y a une attaque sur son corps physique quand même. Après, je sais qu'on peut programmer le corps justement dans ces états-là pour qu'il se répare de suite et pour qu'il conserve aucune... Mais bon, quand même... Et lorsque vous aurez fait cela, que l'on invite quelqu'un de ces magiciens populaires, modernes, qui ont soif de réclame et qui prétendent être assez habiles pour imiter tous les phénomènes spirites à se soumettre aux mêmes épreuves. Voilà, donc elle dit que, ce qu'elle explique, c'est que les magiciens, en tout cas standards, oui, c'est pour ça qu'elle veut des choses assez poussées, les aiguilles et autres, pour que les gens voient en fin de compte les réactions, et puis qu'après on fasse venir des prestidigitateurs qui eux font la même chose aussi, et qu'on voit s'ils sont capables de reproduire comme un fake en fin de compte ce genre de choses, et ce qu'elle doute. Alors là justement, elle nous met une grande annotation, une annotation moyenne, on va voir. Dans le bulletin de l'Académie de médecine de Paris, année 1837, on trouve le rapport du docteur Houdet qui, pour s'assurer de l'état d'insensibilité d'une dame plongée dans le sommeil magnétique, la piqua avec des épingles, introduisit même une longue épingle jusqu'à la tête dans la chair et lui tint un des doigts
au-dessus de la flamme d'une bougie pendant plusieurs secondes. Un cancer fut extrait du sein droit d'une Madame Plétain. L'opération dura 12 minutes. Pendant tout le temps, la patiente conversa très tranquillement avec son magnétiseur et n'éprouva jamais la moindre sensation de douleur. Alors, ça c'est le bulletin de l'Académie de médecine, tome 2, page 370. Ça, oui, dans les années 1837. Ça, oui, et re-oui, et re-oui, et re-oui. Moi, je sais qu'il y a à peu près 30 ans déjà, on parlait en Suisse d'anesthésie par hypnose, que c'était déjà très très bien, et je sais que ça se pratique encore aussi pour des choses bénignes, mais pas partout. Et ce qui était très très bien, en fin de compte, c'est les chirurgiens appréciaient beaucoup parce qu'il y avait moins de sang qui coulait. C'était beaucoup plus... c'était moins cracra, quoi. Et justement, ils arrivaient à intervenir de manière beaucoup plus précise, et ça, bien oui, bien entendu, c'est évident, et c'est une vraie évolution. Ça peut être vraiment un petit plus. Alors, après voilà, est-ce que toi qui m'écoutes, t'oserais à un moment te faire opérer non plus sous anesthésie. Alors a priori, il donne quand même un petit sédatif, hein. Mais tu as un magnétiseur tout du long qui te parle, et hop, c'est parti, et il n'y a plus de douleur. Pourquoi pas? Alors ensuite, on continue. Le discours de monsieur Jules Favre, dans l'affaire Roger, dura, dit-on, 1h30, et avait tenu les juges et le public sous le charme. Ben oui. Ceux qui ont entendu cet orateur n'auront pas de peine à le croire, mais la déclaration qui termine son plaidoyer était malheureusement prématurée et erronée en même temps. Nous sommes en présence de phénomènes que la science admet sans essayer de les expliquer. Le public peut en rire, mais nos plus illustres docteurs les considèrent avec gravité. La justice ne peut plus ignorer que ce que la science a reconnu. Si cette déclaration entraînante était basée sur les faits, et si le magnétisme avait été impartialement examiné par un grand nombre au lieu d'un petit nombre de savants, plus désireux de questionner sérieusement la nature que de se tenir au courant des actualités, le public n'en rirait jamais, et n'aurait jamais ri. Le public est un enfant docile et soumis, et il va partout où sa nourrice le conduit. Ah, c'est dur de lire des choses comme ça. Il choisit ses idoles et ses fétiches, et il honore en proportion du bruit qu'ils font. Il se retourne ensuite avec un regard de timide flatterie pour voir si sa nourrice, l'opinion publique, est satisfaite. Pareil, on dit toujours que quand vous avez des gens qui une altercation, c'est souvent la personne qui crie le plus qui va être mise en défaut, même si elle a raison. Donc c'est pour ça que dans une situation d'altercation, c'est aussi bien enfin sauf pour alerter, mais faut pas crier sur les gens ou crier sur la personne en face de vous, parce que même si vous avez raison, vous passerez toujours pour le méchant. Donc faut faire attention à ça. Alors que la personne un peu plus calme, elle sera toujours prise pour quelqu'un de... Vous voyez, de justement, mais c'est lié au fait que les personnes qui gèrent pas leurs émotions, ça fait penser à des fous, et vous voyez dans l'instinct en fait, dans l'inconscient humain, une personne qui part en sucette dans une altercation, c'est l'asile quoi. Vous voyez, dans l'instinct, c'est une personne dérangée qui va à l'asile. Il faut bien penser ça, génétiquement ça donne ça. Vous voyez, alors qu'une personne qui est dans le contrôle et qui maîtrise et qui même si elle peut dire des insanités et être très mais qu'on l'entend pas, vous voyez ce que je veux dire, et les gens retiendront toujours la personne qui se met dans des états pas possibles. Et ça c'est important. C'est pour ça que self-control c'est super important aujourd'hui. Je pense que pour moi, ça là actuellement, ça reste un des travaux les plus importants à faire, la maîtrise de soi, de tout ce qui se passe et même de tout ce qu'on ressent et des données qu'on a, c'est très important. Lactance, l'ancien père de l'Église, disait que pas un sceptique de son temps n'aurait osé soutenir devant un magicien que l'âme ne survit pas au corps. Disait pas un sceptique de son temps n'aurait osé soutenir devant un magicien que l'âme ne survit pas au corps.
Oui, donc ça veut dire pour eux c'était inné, que l'âme, elle partait, et puis voilà, c'est ce que j'ai compris. Et qu'elle périt avec lui. Parce que le magicien l'aurait réfuté séance tenante, en évoquant l'âme des morts, en les rendant visibles aux yeux humains, et en leur faisant prédire des événements futurs. Ah oui, d'accord, je comprends, vous avez compris. C'est parce qu'ils savent très bien que le magicien, lui, va sortir l'âme. Bon, c'est pas tout à fait magicien, mais oui, à l'époque... Donc ça sort du bouquin Prophétie Ancient and Moderne par Wilder, journal phrénologique. Intéressant. Il en fut ainsi des magistrats et des membres du parquet dans l'affaire de monsieur Roger, de madame Roger. Le baron du Potet était là. Et ils eurent peur qu'en magnétisant, séance tenante, la somnambule, il ne les força non seulement à croire au phénomène, mais encore à les reconnaître, ce qui eût été encore pire. Alors elle dit pi, parce qu'à l'époque on disait pas pire, on disait pi. Alors c'est son traducteur. Revenons maintenant à la doctrine de Paracelse. Son style incompréhensible, quoique gracieux, doit être lu comme les rouleaux d'Ézéchiel, en dedans et en dehors, et donc c'est-à-dire aussi à travers les lignes, les amis. Le danger des maîtres des théories hétérodoxes était grand ce temps-là. Bah ouais, ouais, je sais pas si c'est cette période, mais on n'est pas loin de là où on passait sur le bûcher. Quand même. On n'était peut-être pas exactement dans la même période. Mais quand même, l'Église, attention, bah voilà, elle le dit, hein, l'Église était toute puissante. D'ailleurs, je suis même étonnée pour Paracelse, mais il y a eu beaucoup d'ennuis, je crois. L'Église était toute puissante et les sorciers étaient brûlés par douzaines. Bah, il y a toujours des méthodes pour liquider un peu de la population, hein, en grande masse, hein, finalement. Regardez les guerres, ce genre de choses aussi. Voilà. Ça régule. Oh punaise. C'est pour cette raison que Paracelse, Agrippa et Eugène Philatète se font remarquer par leurs déclarations pieuses, presque autant que par leurs découvertes en alchimie et leurs merveilles en magie. Les idées de Paracelse sur les propriétés occultes de l'aimant sont expliquées en partie dans son célèbre livre Archidaxarum, dans lequel il décrit la teinture merveilleuse médecine extraite de l'aimant et nommée Magisterium Magnetis, et en partie dans celui de Ant Dei et Ant Astrorum. Mais les explications sont toutes données dans un langage inintelligible aux profanes. Bah oui, c'était le but, sinon ils se faisaient zigouiller. Et puis bon, je pense qu'aussi il y a un cheminement. Et parce qu'il avait caché, le cheminement permet d'intégrer l'info. L'idée, c'est pas forcément de cacher, c'est d'imposer un cheminement pour acquérir et intégrer l'information. C'est le but de l'initiation et c'est ce qui enlève du côté. C'est toute la différence avec le côté scolaire où vous apprenez, mais vous mettez tout dans votre tête comme une mémoire, mais c'est pas intégré, vous voyez, puisque vous n'avez pas expérimenté. Chaque paysan voit, dit-il, alors elle le cite, hein, chaque paysan voit, dit-il, qu'un aimant attire le fer. Mais un homme sage cherche par lui-même, c'est son devoir. Vous voyez, c'est en redondance avec ce que je viens de vous dire. J'ai découvert que l'aimant, en dehors de ce pouvoir visible d'attirer le fer, en possède un autre occulte caché. On va voir ce que c'est. Vous savez que pas mal les hommes à l'époque prenaient des olivines d'hématite aimantée dans chaque main et dans chaque poche. Et on dit que ça permettait de faire circuler le sang. Les olivines, c'est la forme. Vous savez, c'est comme des petits fuseaux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il démontre plus loin que, dans l'homme, réside une force sidérale également occulte, qui est une émanation des astres et des corps célestes, dont se compose la forme spirituelle de l'homme, l'esprit astral. Cette identité d'essence, que nous pourrions nommer l'esprit de la matière, comme éther, est toujours en rapport direct avec les astres dont elle est tirée. Et il existe ainsi une attraction mutuelle entre les deux, car tous les deux sont des aimants. La composition identique de la Terre et des autres corps planétaires et du corps terrestre de l'homme était une idée fondamentale de sa philosophie. Le corps vient des éléments, l'esprit astral vient des astres. L'homme mange et boit une nourriture tirée des éléments pour soutenir
sa chair et son sang. Mais ces désastres que sont tirées l'intelligence et les pensées qui alimentent l'esprit. J'espère que vous avez réussi à traduire tout ça pour vous. Hein. C'est vrai que c'est bien codé, mais on comprend quand même. Toi qui m'écoutes, normalement, tu devrais à peu près dépister certaines choses. Le spectroscope a démontré la vérité de cette théorie relative à la composition identique de l'homme et des astres. Les physiciens font maintenant des cours sur les attractions magnétiques du Soleil et des planètes. Ah, nous met une annotation assez longue là cette fois-ci. La théorie d'après laquelle le Soleil est un globe incandescent est pour se servir de l'expression d'un rédacteur de revue en train de passer de mode. Il a été calculé que si le Soleil, dont nous connaissons parfaitement le volume, la masse et le diamètre, était un bloc solide de charbon, et si on lui donnait une quantité suffisante d'oxygène pour brûler au degré nécessaire pour produire tous les effets dont nous sommes témoins, il serait complètement consumé en moins de 5000 années. Et cependant, il y a quelques semaines encore, on a soutenu, que dis-je, l'on soutient encore que le Soleil est un réservoir de métaux vaporisés. Alors, qu'est-ce qu'il en est en ce moment de cette idée ? Je vous laisserai chercher. Alors, on continue. Des substances connues pour entrer dans la composition du corps de l'homme, on a déjà découvert dans les étoiles l'hydrogène, le sodium, le calcium, le magnésium et le fer. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on a trouvé d'autres éléments qui rentrent dans le tableau de Mendeleïev. Moi je me souviens qu'à une époque, le tableau il n'était pas complet, loin de là. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, vous verrez vous aussi, si vous avez vu il y a de nombreuses années ce fameux tableau de Mendeleïev quand vous étiez en cours de physique, vous seriez curieux de voir qu'en tapant ça sur internet, quand vous allez le chercher, il est très bien rempli maintenant. En tout cas, beaucoup plus qu'à l'époque. Voilà, donc comme quoi les choses avancent, sans qu'on soit forcément au courant. Et oui, pourtant ce sont des choses intéressantes. Dans tous les astres observés, qui se comptent par centaines, on a trouvé de l'hydrogène, sauf dans 2. Maintenant, si nous nous rappelons combien on a décrié Paracels et sa théorie de l'homme et des astres composés de substances semblables, combien on a tourné en ridicule, surtout parmi les astronomes et les physiciens, ces idées de l'affinité chimique et de l'attraction existant entre eux. Et ensuite, si nous constatons que le spectroscope est venu donner raison au moins à l'une de ces assertions, est-il si absurde de prédire qu'un temps viendra où toutes ces théories seront confirmées ? Et maintenant une question se présente tout naturellement. Comment Paracels en est-il arrivé à connaître quelque chose de la composition des étoiles, lorsque, jusqu'à une époque très récente, c'est-à-dire au moment de la découverte du spectroscope, les éléments des corps célestes étaient complètement inconnus de nos savants académiciens. Et même aujourd'hui, malgré les téléspectroscopes et autres perfectionnements modernes, alors, excusez-moi, parce que là, il faut que je fasse un truc, sinon il va y avoir accident sur mon bureau. Voilà, c'est bon. Et même aujourd'hui, malgré les téléspectroscopes et autres perfectionnements modernes très importants, à part un petit nombre d'éléments et une chromosphère hypothétique, tout est encore un mystère pour eux dans les étoiles. Paracels aurait-il pu être si sûr de la nature de l'armée stellaire, s'il n'avait point eu des moyens dont la science ne connaît pas le premier mot ? Et pourtant, quoique ne sachant rien, elle ne peut pas entendre prononcer seulement le nom de ces moyens qui ne sont autres que ceux de la philosophie hermétique et alchimie. Donc c'est vrai que, voilà, ils étaient quand même en opposition, contrairement à ce que mais ils travaillaient quand même ensemble. C'est ça qui était bien, c'est-à-dire que les scientifiques quand même reprenaient des éléments. Et ça, c'est quand même vachement bien. Aujourd'hui, il y a une claire opposition la plupart du temps. Ils sont plus occupés à faire d'autres choses. Mais il y avait quand même une réunion, même s'ils se tapaient dessus, ils n'étaient pas tout à fait sûrs, mais il y avait quand même cette reliance qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Ne perdons pas de vue que Paracels,
fut l'inventeur de l'hydrogène et qu'il en connaissait parfaitement toutes les propriétés et la composition longtemps avant que qui que ce soit, parmi les académiciens orthodoxes, y ait seulement songé. Qu'il avait étudié l'astrologie et l'astronomie comme l'ont fait tous les philosophes hermétiques et que, s'il a affirmé que l'homme est en affinité directe avec les astres, il savait fort bien ce qu'il avançait. Le point suivant que les physiologistes auront à vérifier est sa proposition selon laquelle la nutrition du corps ne s'opère pas seulement par l'estomac, mais aussi d'une manière imperceptible par la force magnétique qui réside dans toute la nature et dans laquelle chaque individu puise sa propre part de nourriture spécifique. L'homme, dit-il encore, tire non seulement la santé des éléments lorsqu'ils se trouvent en équilibre, mais encore la maladie lorsque leur équilibre vient à être rompu. Les corps vivants sont sujets aux lois de l'attraction et de l'affinité chimique, ainsi que l'admet la science. La propriété chimique la plus remarquable des tissus organiques, d'après les physiologistes, est la propriété d'imbibition. Quoi de plus naturel, dès lors, que cette théorie de Paracelse, que notre corps absorbant attractif et chimique réunit en lui les influences astrales ou sidérales. Le Soleil et les planètes nous attirent à eux et nous. Ouais. Alors, en fait, elle le cite. Le Soleil et les planètes nous attirent à eux et nous, de notre côté, nous les attirons. Non, elle le cite pas. Pardon. Enfin oui, si. Bon, peu importe. Quelle objection la science peut-elle faire à cela ? Ce que nous exhalons est indiqué dans la découverte faite par le baron Reichenbach des émanations odiques de l'homme qui sont identiques aux effluves de l'aimant des cristaux et en fait de tous les organismes végétaux. Alors vous voyez, elle parle bien d'effluves de l'aimant des cristaux et en fait de tous les organismes végétaux. Baron de Reichenbach, ce serait intéressant de lire. L'unité de l'univers fut affirmée par Paracelse, qui dit que le corps humain possède la matière primitive, entre parenthèses, ou matière cosmique. Le spectroscope a démontré cette assertion en faisant voir que les mêmes éléments chimiques qui existent sur la Terre et dans le Soleil se retrouvent aussi dans tous les astres. Le spectroscope fait encore davantage, il montre que les étoiles sont des soleils, pareils aux nôtres, au point de vue de la constitution. Là, elle met voir Humans Chemistry on the basis of the new systems. Analyse spectrale. Elle reprend dans le texte, et que, comme le dit le professeur Meyer, la condition magnétique de la Terre change avec chaque variation qui se produit à la surface du Soleil au point de dire qu'elle dépend des émanations du Soleil. Les étoiles étant des soleils doivent aussi avoir des émanations qui nous affectent à un degré proportionnel. Alors pour Meyer, elle met Meyer The Earth, a Great Magnet, conférence faite au club scientifique de Yale en 1872. Voyez aussi le professeur Balfour Stewart, conférence sur le Soleil et les étoiles. Alors, elle continue. Pendant nos rêves, dit Paracelse, nous sommes comme les plantes qui ont aussi un corps élémentaire et vital, mais qui ne possèdent pas d'esprit. Dans notre sommeil, notre corps astral est libre, il parlait déjà de ça à l'époque, et c'est quand même des termes déjà qui sont très modernes. Notre corps astral, vous voyez ce que je veux dire. Notre corps astral est libre et peut, grâce à l'élasticité de sa nature, soit tourner autour de son véhicule endormi, soit s'élever plus haut et aller converser avec ses parents des étoiles, soit même, c'est qui ses parents des étoiles? C'est intéressant. Soit même communiquer avec ses frères à de grandes distances. Les rêves d'un caractère prophétique, les présciences, oui c'est ça, et les besoins actuels sont les facultés de l'esprit astral. À notre corps élémentaire plus grossier, ces dons n'ont point été accordés, car à la mort, il descend dans le sein de la terre et il se réunit aux éléments physiques, tandis que les divers esprits retournent aux étoiles. Les animaux, ajoute-t-il,
ont aussi leurs pressentiments, parce qu'ils ont eux aussi un corps astral et ils ressentent les choses. Ils ressentent bien les choses eux aussi. Donc on prend soin des animaux parce qu'ils prennent soin de nous sur un autre niveau. Pensez bien à ça. Ça, on s'en rend pas compte tous tout de suite ici, mais sur un autre niveau, c'est bien aussi le cas. Van Helmont, qui était disciple de Paracels, dit la même chose, quoique ses théories sur le magnétisme soient plus largement développées et encore plus soigneusement élaborées. Le manial magnum, au moyen duquel la propriété magnétique occulte permet à une personne d'en affecter mutuellement une autre, est attribué par lui à cette sympathie universelle qui existe entre toutes choses dans la nature. La cause produit l'effet. L'effet remonte à la cause et réciproquement. Le magnétisme, dit-il, est une propriété inconnue d'une nature céleste, ressemblant beaucoup à l'influence des étoiles, et qui n'est jamais arrêtée par aucun obstacle d'espace ou de temps. Chaque être créé possède son pouvoir céleste propre et est étroitement lié avec le ciel. Étroitement lié avec le ciel, les amis. Ça veut tout nous dire qu'on a une famille. Ce pouvoir magique de l'homme, qui agit ainsi, extérieurement, réside à l'état latent chez l'homme intérieur. Cette sagesse et cette force magique magique sommeil, alors c'est pas il, c'est elle, excusez-moi pour tout à l'heure, c'est que comme je fais plein de lectures avec souvent des hommes, j'ai le réflexe. Cette sagesse et cette force magique sommeillent ainsi, mais elle est mise en mouvement par une simple suggestion, et elle est d'autant plus vivante que l'homme extérieur de chair et de ténèbres est dompté. Je dis que cet effet est provoqué par l'art kabbalistique. Il réveille dans l'âme ce pouvoir magique, quoique naturel, qui sommeillait. Donc elle ramène à De Magnetica Vulner Ca Curation. On continue. Van Helmont et Paracels s'accordent sur la grande puissance de la volonté dans l'état d'extase. Ils disent que l'esprit est répandu partout et que l'esprit est le milieu du magnétisme, que la magie pure des âges primitifs ne consiste pas en pratiques superstitieuses ni en vaines cérémonies, mais dans l'exercice pur et simple de l'impériale volonté de l'homme. Pensez, je décide, je suis libre, je décide. Ce ne sont point les esprits du ciel ou de l'enfer qui sont les maîtres de la nature physique, mais l'âme et l'esprit de l'homme, qui sont dissimulés en lui comme l'étincelle est cachée dans le silex. La théorie de l'influence sidérale sur l'homme a été professée par tous les philosophes du Moyen-Âge. Les étoiles sont formées des éléments des corps terrestres. Je vous encourage à regarder ces vidéos qui circulent sur le net concernant des appareils photo de très 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 haute performance qui filment nos étoiles. Et vous apercevez des choses juste extraordinaires. Des champs magnétiques en fonction des étoiles filmées, de différentes couleurs, de différentes intensité, c'est juste extraordinaire. Il y a quelques vidéos privées qui circulent, mais je vous encourage à regarder, c'est magnifique. Donc, c'est Cornelius Agrippa qui dit « Les étoiles sont formées des éléments des corps terrestres, et c'est pourquoi les idées s'attirent réciproquement. Les influences s'exercent seulement avec le concours de l'esprit, mais cet esprit est répandu partout dans l'univers, et il est en parfait accord avec l'esprit de l'homme. Le magicien, qui vient d'acquérir des pouvoirs surnaturels, doit posséder la foi, l'espérance et la charité. Dans toute chose, l'espérance et la charité. Dans toute chose, un pouvoir secret est caché. Et c'est de là que viennent les pouvoirs miraculeux de la magie. Les théories modernes de quelques savants américains sur les propriétés de la lumière bleue concordent singulièrement avec les idées des philosophes hermétiques. Ces vues sur les extricités positives et négatives de l'homme et de la femme, et sur l'attraction et la répulsion de toute chose dans la nature, semblent avoir été copiées sur celles de Robert Fludd, le grand maître des Rose-Croix d'Angleterre. Voilà, comme ça vous saurez qui c'est. Parce que c'est exactement à la même période que Péladan et de Gaïta. Bon, après, il y en a eu plein. Enfin, plein. Ça se respecte. Il y en a eu quelques-uns. On va pas... Désolée pour ceux qui m'écoutent, qui en sont attention. Je fais attention.
et je respecte bien entendu. Lorsque deux hommes s'approchent l'un de l'autre, dit ce philosophe, leur magnétisme est passif ou actif, c'est-à-dire positif ou négatif. Si les émanations qu'ils produisent sont rompues ou renvoyées, il en résulte l'antipathie. Mais si elles passent de l'un à l'autre sans obstacle, il y a dans ce magnétisme positif, car les rayons procèdent du centre. Alors, je vais relire. Mais si elles passent de l'un à l'autre sans obstacle, il y a dans ce cas magnétisme positif, car les rayons procèdent du centre de la circonférence. On va lire ça parce que dans la pratique, c'est très important. Lorsque deux hommes s'approchent l'un de l'autre, dit philosophe, leur magnétisme est passif ou actif, c'est-à-dire positif ou négatif. Si les émanations qu'ils produisent sont rompues ou renvoyées, il en résulte l'empathie. Mais si elles passent de l'un à l'autre sans obstacle, il y a, dans ce cas, magnétisme positif, car les rayons procèdent du centre de la circonférence. Dans ce cas, il n'affecte pas seulement les maladies, mais il agit aussi sur leur sentiment moral. Ce magnétisme ou sympathie se retrouve non seulement chez les animaux, mais encore chez les plantes et chez les animaux. Elle se répète, ce magnétisme ou sympathie se retrouve non seulement chez les animaux, mais encore chez les plantes et chez les animaux. Bon, c'est assez répété. Donc, les amis, nous arrivons à peu près à 1 heure de lecture, et c'est vrai que là, on va revenir sur un sujet légèrement différent qui va s'introduire sur la suite que je vois là. Donc, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est franchement toujours très intéressant. Blavatsky, j'ai eu beaucoup de réticence à la lire, mais franchement c'est un plaisir parce que c'est fluide, et il y a quand même beaucoup de choses, faut le dire, il y a beaucoup d'éléments, alors ça reste, il y a pas mal de surface, mais quand même on rentre dans certains sujets, certains détails, et puis ça a le mérite d'être enrichissant dans le sens où il y a plein de sujets évoqués. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour la suite de la vidéo. Je vous remercie pour les petits commentaires. Merci pour votre soutien aussi sur certains qui se reconnaîtront. Merci beaucoup. Et en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la suite de Blavatsky d'ici 1 semaine, peut-être 2 semaines. Vous verrez, c'est la surprise, mais a priori ce sera 2 semaines. Gros bisous à vous tous et à bientôt sur Livres Ésotériques Anciens. Bientôt.